Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un début de journée à la Cité, donc on va essayer de mettre l'ambiance qui va bien pour le reste de la journée. Je m'appelle Laurent, je vais avoir le plaisir de modérer un débat formidable qui m'est cher à plus d'un titre. Alors sans la confiance, rien n'est possible. J'ai autour de moi des gens qui ont un profil très varié. Des histoires variées, mais aussi, bien sûr, des fonctions actuelles variées. Quand je dis des fonctions, c'est au-delà même simplement des entreprises, dans la société. Mais il y a un point commun. Alors, je ne sais pas si vous pouvez deviner lequel. Quelqu'un m'avait suggéré quelque chose, mais je ne l'entendais pas d'ici. Je vais vous le mettre, en fait, directement en tête. C'est que les uns comme les autres ont le métier de représenter des gens. C'est-à-dire sont des impresarios. Ce qui d'ailleurs voulait dire entrepreneur en italien initialement, impresario. Et leur vie, c'est l'art de la relation. C'est non pas de se promouvoir eux, mais de promouvoir les autres. Pour Laurent, c'est particulier. Il est le patron de Wendel. Alors Wendel, certains d'entre vous vont dire les maîtres de forge de l'époque, ça a beaucoup changé. C'est pas ça. Wendel est une société d'investissement, et je vais même reprendre leurs propres mots, d'investissement de long terme. C'est-à-dire avec une visée, une portée qui dépasse juste le lendemain. Et puis dans sa vie, il a été assureur, il a été banquier, mais à chaque fois, vous voyez, ce sont des métiers où on vous confie quelque chose, j'allais dire des métiers fiduciaires. C'est le mot qui signifie la confiance, en fait. C'est la même origine étymologique. Et donc son métier a toujours été, finalement, de représenter des gens. Aujourd'hui, en particulier aussi le capital de cette société et de ses actionnaires. Et puis on a Sophie, dont le métier est très directement de représenter des gens, de les pousser. Elle n'écrit pas des livres, comme elle me le disait juste avant. Mais par contre, elle va les promouvoir. Elle va faire en sorte que des gens puissent vivre de ça. Mais au-delà simplement d'en vivre aussi, sans doute parfois même de révéler leur talent. Parce que la confiance en soi d'un écrivain est quelque chose de variable, on va dire, pas toujours facile à gérer non plus. Et voilà, son métier, c'est aussi ça, c'est de représenter, bien sûr, une maison d'édition, mais derrière ça, surtout, des gens qui vont prendre le risque, qui vont s'engager, qui vont avoir la confiance, ou parfois essayer de la construire, la confiance d'écrire. Et puis, on a Marianne. Et Marianne, c'est pareil, son métier, c'est de mettre en avant les autres, finalement, de manière esthétique. Il y a une très belle phrase dans une interview de Marianne qui dit que, en fait, par la beauté, on crée de la confiance en réalité. Et la beauté, c'est la fin de l'aliénation. Et à partir de là, ça permet toutes les confiances. Je crois que c'est comme ça que tu l'avais formulé. Donc, elle est galériste à Chicago, à Mexico, plus récemment à Paris, d'ailleurs. Où est ta galerie ? Avenue Matignon, donc si vous avez envie d'aller voir de très belles choses, ce sera Avenue Matignon. Et puis enfin, Marie-Hélène, eh bien, elle aussi, son métier, c'est de représenter. Elle est avocate. En droit social, c'est un droit très intéressant à plus d'un titre. C'est un droit de la société aussi. C'est bien sûr le droit des individus, des gens, des vrais gens, j'allais dire. Et en tant que tel, évidemment, il n'y a pas, quand on est avocat, d'autre objectif que de représenter des gens. Et vous voyez, donc c'est le point commun entre les quatre personnes qui sont là. Et là, l'art de la représentation, c'est l'art de la relation aussi.
Alors notre sujet, sans confiance, rien n'est possible. On va le démarrer par un petit jeu rhétorique qui va d'ailleurs nous amener outre-Manche. Est-ce que le nom de John Keats vous parle? K-E-A-T-S. Pour faire simple, c'était un Alain Fournier britannique du début du 19e siècle. Keats, quand je dis un Alain Fournier, c'est-à-dire il est mort très jeune, pas à la guerre comme Fournier, mais il est mort de maladie. Keats est très connu dans le monde anglo-saxon parce que dans une correspondance avec ses frères qui disaient « Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton Shakespeare? Qu'est-ce qu'il a, ton Shakespeare ?» Il a répondu une phrase étonnante. Il a dit « Il a cette negative capability », c'est-à-dire cette aptitude à la négativité. Et de ce moment-là, dans l'ensemble de la littérature anglaise, c'est devenu un sujet incroyable d'études, de controverses, d'échanges. Ça fait partie du patrimoine anglais, de la culture, de la littérature. C'est beaucoup moins répandu en France. On est naturellement négatif en France. Mais en Angleterre, c'est un vrai sujet de réflexion. Et pourquoi? Parce que la negative capability, ce n'est pas l'art d'être négatif. C'est le fait que, vous voyez, si vous et moi, on est confrontés à une situation très inconfortable, stressante, dangereuse, douloureuse, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Un principe qui s'appelle l'homéostasie, on va essayer de revenir très très vite à notre état naturel et confortable. Les artistes, en revanche, se sont rendus compte que parfois ces situations de détresse, ces situations d'inconfort, leur généraient une créativité d'un autre genre qui leur permettait justement de révéler leur potentiel créatif. Donc, et ça prend des formes artificielles ou naturelles, la capacité négative que trouvait Keats à Shakespeare et que bien sûr lui se revendiquait pour lui-même, ça consiste en fait à être capable de voir dans des situations apparemment extrêmement négatives des choses qui vont servir et en particulier leur créativité. Voyez. Donc c'est quelque chose qu'on regarde peu. Moi, dans ma vie de recruteur, j'essaie toujours de repérer si les gens ont cette capacité-là. Ce n'est pas du tout la résilience. La résilience, c'est la capacité d'apprendre pour ne pas retomber dans des difficultés et d'en sortir, là aussi, le plus vite possible. Non, c'est de se maintenir dans un état qui est un état, encore une fois, assez inconfortable, mais qui va permettre de créer des choses. Alors, on va utiliser cet exercice-là pour démarrer notre débat. Sans la confiance, rien n'est possible. Moi, je me suis dit, on va inverser la proposition. Et donc, à chacun d'entre vous, je vais poser une question dans un instant, juste pour que tout le monde soit à l'aise sur la manière dont ça va se passer. On a 1h30 ensemble. Vous avez devant vous des étudiants qui ont travaillé, qui ont préparé des questions, qui ont fait même un groupe WhatsApp pour échanger entre eux, pour être sûr qu'il y avait la bonne qualité, la bonne coordination entre ce qu'ils faisaient, qui viennent d'horizons très divers, ils se présenteront au fur et à mesure. Et vous savez, le principe de la cité, c'est que c'est eux qui vont poser les questions. Donc moi, après cette question-là, finito, c'est eux et surtout ce sera vous. Donc on va laisser du temps pour que vous puissiez poser à nos intervenants les questions dont vous avez envie. Alors ma question de départ, d'échauffement si je puis dire, elle va utiliser la negative capability, c'est de dire finalement pour chacun d'entre vous, est-ce vous avez justement l'expérience inverse, c'est-à-dire le moment où, parce qu'il n'y a pas eu la confiance, alors les choses ont été impossibles. Qui a envie de démarrer sur cette question ? Donc, un jour, la confiance n'était pas là et ça a rendu les choses impossibles. Tu as des choses en tête là-dessus? Tu veux démarrer, Sophie, sur ce point-là? Ou tu veux du temps pour y réfléchir? Non. Bonjour. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Oui, moi, j'ai un moment qui me vient en tête où la confiance que mes actionnaires ou mes patrons me faisaient n'était plus là et où moi, j'avais plus confiance en eux parce qu'ils avaient changé et où, du coup, les conditions de base de mon métier n'étaient plus possibles. Conditions, c'est comme l'air qu'on respire. On ne se rend pas compte à quel point c'est important tant que ça va de soi. En l'occurrence, pour moi, la liberté de publier ce que je voulais, à peu près, dans le respect de la loi et des contraintes du marché et de l'exercice de mon métier. Mais quand d'autres éléments sont venus en jeu, en effet, c'était plus possible de faire mon travail. Et donc, c'est allé hyper vite. Sur Décrypte, pour ceux qui n'ont pas suivi... Je dirigeais Fayard, qui appartient au groupe Hachette, qui appartient au groupe Lagardère, qui a été racheté par Bolloré. Et aujourd'hui, tu diriges Flammarion, qui appartient au groupe Madrigal, qui est un groupe indépendant. Accessoirement, ça paraît évident quand tu le formules comme ça, mais à l'inverse, d'autres choix étaient possibles. C'est-à-dire que certains auraient pu choisir de rester.
Oui, peut-être, mais je pense que... Enfin, c'est extrêmement rare, en fait, il me semble, en tout cas, moi, c'était la première fois où j'avais un vrai conflit de valeurs dans l'exercice de mon métier. Je trouve que très souvent, les gens confondent compétences et identité. C'est-à-dire que quand tu as confiance en toi, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire, on te demande de les faire, tu te dis, je ne sais pas les faire, je vais apprendre, ok, c'est intéressant. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas dire, ah bah non, moi je ne peux pas parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas, je sais pas, les réseaux sociaux, je suis quelqu'un qui ne croit pas au numérique. Tu le poses sur un truc d'identité, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de compétence et il n'y a pas de progression possible. Et en fait, ça me fascine à quel point les gens, par manque de confiance, je pense souvent, ou par crainte ou par appréhension, posent des questions professionnelles de compétences sur un plan de l'identité et des valeurs. Alors qu'en fait, les enjeux de valeur, de mon expérience dans le milieu professionnel, on les rencontre assez rarement. Mais en revanche, quand tu les rencontres, tu te rends compte que ce n'est pas des questions de compétences, en effet. Et donc, voilà, après moi, on voit assez bien la hiérarchie de ce qui est important comme condition de base, de valeur ou morale ou éthique pour faire ton métier. Et puis après, il y a un effet cliquet. Et après, on a bon ou mauvais caractère. Voilà, après, c'est autre chose. Mais moi, en tout cas, c'était radical. Merci beaucoup. Qui veut enchaîner? Marie-Hélène, tu veux? Alors moi, j'ai une petite précision par rapport à la présentation que tu as faite de moi. Moi, je suis donc avocate spécialisée en droit du travail, mais je conseille des entreprises. Donc le conseil que j'apporte, c'est un conseil qui va permettre à mes clients d'informer, de consulter des instances de représentation du personnel, d'informer, de consulter les salariés sur des projets qui vont être mis en œuvre. Et dans ce cadre-là, qui est un cadre évidemment balisé par la loi, il y a aussi un conseil, un travail de conseil qui est de jouer sur la psychologie, sur les échanges, sur la communication pour essayer de faire passer des projets. Et en fait, moi, j'ai une expérience, mais qui est une expérience quasi quotidienne, c'est-à-dire que quand on met en place un projet et que les choses traînent, pourquoi les choses traînent, pourquoi on ne les fait pas passer comme on voudrait, c'est d'abord parce que l'entreprise n'a pas pris soin d'expliquer ce qu'elle veut faire. Ou alors, elle change de stratégie trop souvent. Alors souvent, les entreprises sont confrontées à des obligations de changer de stratégie, mais quand on est obligé d'annoncer, on annonce un plan stratégique en 2024 et on sait qu'en 2025, on ne l'appliquera pas, il faut être capable d'expliquer. Parce que c'est l'explication qui va permettre la naissance de la confiance, mais aussi au sein des équipes, l'échange à travers la communication et aussi la coopération. Et donc voilà, s'il n'y a pas ça, eh bien, le projet qu'on va vouloir porter ne fonctionnera pas. Ça, c'est l'aspect professionnel. Dans ma vie personnelle, je me suis aperçue finalement que c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Et lorsqu'il a fallu que je porte des projets qui avaient pour vocation de me promouvoir, de me porter à des fonctions plus hautes, je n'ai pas eu confiance en moi. Et j'en ai déduit que pour vendre de la confiance, parce que c'est ce que m'a expliqué Gilles Auguste lorsqu'il m'a embauché il y a 30 ans dans son cabinet, il m'a dit, ici, dans ce cabinet d'avocats, on vend de la confiance. Eh bien, il faut prendre du recul. Et donc, je n'ai pas su prendre du recul par rapport à moi-même. Je ne suis pas arrivée à finalement croire en moi et être ma meilleure amie. Et donc, ça a pas donné les résultats que j'ai escomptés, ce qui n'est pas très grave en soi. Mais voilà, c'est la réflexion que j'ai pu porter sur cette notion de confiance. Pour vendre de la confiance, il faut aussi prendre du recul et analyser les situations. Et comment tu as fait alors justement pour surmonter ça? Parce qu'aujourd'hui, tu es toujours... C'est devenu, j'ai fait de la résilience, j'ai pas obtenu ce que je voulais. Je suis passée à autre chose. Mais en fait, c'est une expérience qui a été assez enrichissante parce que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est le cordonnier qui a été le plus mal chaussé, mais ça m'a aussi appris pour justement le versant de mon activité professionnelle qu'il faut prendre du recul par rapport aux situations, il faut les analyser et que parfois le côté affectif peut faire remettre en cause la confiance qu'on peut avoir en soi pour porter un projet. Formidable. Tu veux enchaîner, Marianne, ou Oui, alors voilà. Oui, vous avez tous un micro normalement. Donc. C'est une question. Je ne sais pas si elle s'applique à mon activité, puisque je n'ai pas un conseil d'administration, je n'ai personne au-dessus de moi, donc j'ai un peu une liberté totale.
Et je ne subis pas vraiment la confiance, je la crée. Et donc, comme je travaille avec des artistes, toute ma démarche et mon rapport avec les artistes, c'est de pouvoir créer un environnement de confiance pour opérer ou pour voilà, travailler avec mes équipes. Donc, je n'ai pas vraiment de cas où on ne me donne plus confiance et rien ne vient. J'ai plutôt des cas où finalement on prend confiance, on se donne la confiance et ensuite on peut éventuellement agir. Donc, dans notre travail, cette phrase est presque un cri de guerre. Sans confiance, rien n'est possible, puisque nous gérons des talents et que nous travaillons avec des artistes qui n'ont pas vraiment ce rapport, qui sont existentialistes, qui n'ont pas du tout ce rapport à la confiance et qui justement nous approchent pour peut-être leur donner confiance et pour pouvoir, pour qu'on puisse les accompagner dans cette quête et dans ces ambitions. Et donc, pour moi, de la confiance, c'est avant tout ce qu'on crée en interne et entre nous. La question vaut aussi sans doute pour Sophie, parce que toutes les deux, vous êtes confrontées à des publics qui ne sont pas toujours prévisibles dans leur manière de se comporter. Et je n'associe pas forcément la prévisibilité à la confiance, mais ça, par exemple, c'est quelque chose que tu as pu vivre, c'est-à-dire que toi, tu avais organisé, par exemple, des expositions ou des choses comme ça, et puis l'artiste ne vient pas ou ne délivre pas ou... En fait, il y a une chose que j'ai compris assez vite, c'est on ne peut pas forcer un artiste. Un artiste est dans un environnement très particulier. J'avais tendance, tout au début, à leur forcer un petit peu la main sur leur présence, sur leur manière de faire et parfois même leur manière de parler. Et finalement, j'ai ressenti immédiatement de la résistance et une perte de confiance de leur part. Et plus je les laissais, et plus je leur donnais cette liberté, et plus ils me faisaient confiance. Donc cette prévisibilité est quelque part un petit peu mesurée si on leur donne finalement cette liberté, cette énergie créatrice. Et je mets des limites à cette relation puisque je fais en sorte de ne pas envahir leur espace créatif. Je reste assez loin de leur studio et j'attends qu'on me fasse un exposé. Donc je n'ai pas une démarche où je leur dis quoi faire. Tu n'es pas coercitive du tout par rapport à eux. Pardon ? Tu n'es pas coercitive du tout par rapport à eux. Et puis, bon, encore une fois, ce sont des relations et parfois qui se transforment en amitié. Et donc tout est dans l'affectif. Et la confiance également se traduit également dans cette relation affective, mais aussi une relation morale. Avant que je passe la parole à Laurent, Sophie, là-dessus, toi, tu as eu des auteurs qui ne délivraient pas ? Ouais, enfin, l'intranquillité de Keats que tu décris, pour qu'on ne dévie pas trop de ton icebreaker, Laurent. Je pas d'égo là-dedans. Non, mais cette intranquillité, enfin, pour le dire différemment, si tout va bien, tu n'écris pas de livre, ou tu n'es pas artiste. Enfin, je le pense fondamentalement. Je pense que c'est tellement difficile, que c'est tellement douloureux, que c'est tellement violent, que c'est un truc tellement solitaire, qui met en jeu tellement de choses, que si ton rapport entre toi et le monde est orthogonal et que ça va, tu ne le fais pas, tu as d'autres façons de faire. Donc, c'est à ça qu'on sert. Enfin, je parle pour Marianne de façon un peu abusive. En tout cas, moi, c'est à ça que je sers. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est des gens, s'ils pouvaient faire autre chose, ils feraient autre chose. Ou sinon, s'ils peuvent faire autre chose et qu'ils le font quand même, c'est pas hyper intéressant ce qu'ils font. Enfin, les gens qui me disent « Ah là là, moi, si j'avais du temps l'été, mais bon, j'ai mes petits-enfants, j'écris un livre comme Marc Lévy, je serais milliardaire. » Ben non, en fait, tu l'écrirais pas. Ah non. Mauvaise excuse. C'est pas grave, achète-le, lis-le, mais n'essaye pas de l'écrire. D'ailleurs, tu n'essayes pas. Donc, à partir du moment où ça, c'est quelque chose que tu sais profondément et que tu te mets au service de ces gens-là pour faire en sorte que, entre ce processus de création qui est toujours compliqué et le moment qui ne l'est pas moins, où ils présentent ce qu'ils ont créé ou ce qu'ils ont écrit au monde, et généralement, le monde
les renvoie à leur position insignifiante sur la Terre de façon très violente, parce que par rapport à la disproportion entre ce qu'ils ont mis dans leur travail et la réception est toujours une source de déception. C'est-à-dire que la Terre s'arrête rarement de tourner parce que quelqu'un a fait un tableau, écrit un livre, enfin, oui. Malheureusement, ou heureusement. Mais... Donc nous, on sert, enfin moi je sers en tout cas, et mon équipe, à faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. Donc ça ne se pose pas comme « Ah, ils m'ont déçu, ils n'ont pas délivré ». Ça ne se pose pas comme ça, en fait. C'est pas t'es pas à l'heure, tu n'as pas rendu ton PowerPoint, etc. Ça ne peut pas se poser comme ça. Entre les lignes, Sophie a fait référence, enfin, je ne sais pas ce que tu voulais, mais moi j'y ai pensé, un très beau livre, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est toi qui l'avais édité, d'un habitué de la cité, qui est Gérard Garouste. Et ce livre s'appelle L'Intranquille, justement, et remarquable à lire. Laurent, toi, alors, j'allais dire, il y a plusieurs angles possibles, parce que tu es bien sûr, j'ai cité des métiers que tu as pu faire, mais assureur, banquier, mais tu es surtout, d'abord et avant tout, un grand patron. Tu as dirigé des très grandes entreprises, d'autres plus petites aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a cette variété. D'ailleurs, tu as quitté une très très grande pour une plus petite, c'est assez intéressant. Toi, quel est ton rapport à cette notion de confiance, ou peut-être parfois d'absence de confiance qui a pu rendre des choses impossibles? Alors, quand on a été assureur ou banquier, la base de la banque, c'est la confiance. Hein. Et les gens déposent de l'argent dans une banque parce qu'ils ont confiance dans leur banque. Et un banquier prête de l'argent à un client parce qu'il a confiance dans le client, dans le projet qu'il fait. Donc c'est vraiment au cœur du métier de la banque et généralement souvent de la finance. Mais pour la banque tout particulièrement. Quand on est dans une grande institution, une banque, souvent la base de son travail c'est de prendre des décisions sur la base de dossiers qui ont été préparés par des gens. Alors, je ne vais pas te donner un exemple de choses où la confiance fait que, où le manque de confiance fait que quelque chose ne s'est pas fait, mais je vais te donner un exemple où ça aurait pu ne pas se faire, et finalement, heureusement, ça s'est fait. Quand je suis arrivé pour diriger Natixis, qui était une banque qui avait un gros problème de confiance au moment de la grande crise financière de 2009, c'était vraiment l'urgence, hein, et il fallait redonner confiance. Donc il fallait travailler pour essayer de prendre des décisions très rapides, réduire le champ d'activité pour montrer qu'on arrivait à avoir une solvabilité, donc une capacité financière suffisante pour pouvoir continuer à vivre. Hein. C'était vraiment une question de vie ou de mort pour la banque. Et donc, la première chose que j'ai faite à ce moment-là était de regarder quelles étaient les activités qu'on devait continuer et celles qu'on devait arrêter. Donc, avec les équipes, elles m'ont préparé toute une série d'activités indispensables, moins indispensables. Et on avait une activité particulière, toute petite, peu intéressante sur le papier, et probablement perçue comme risquée, qui était une activité de financement du cinéma. Alors, on se dit financement du cinéma, oh là, ça doit être une danseuse du dirigeant d'avant. Qu'est-ce que c'est que comment le cinéma ils peuvent sûrement jamais rembourser, c'est un truc super dangereux, etc. Donc c'était dans la liste à arrêter. C'était assez évident, hein, assez facile. C'est une boîte qui s'appelait Coffee Ciné. Et j'avais dit voilà, on va l'arrêter. Et puis quelqu'un m'a dit tu devrais quand même voir le type qui dirige ça. Un garçon formidable qui s'appelait Didier Duverger. J'ai dit, j'ai vraiment pas le temps. Bon, allez, mais j'ai mis un petit déjeuner entre 8h et 8h30, pour toi, un truc court. Je me suis dit, bon, voilà, on m'a dit de le voir, je vais le voir. 8h et 8h30. Le petit déjeuner a duré 2 heures. On a fini à 10h ensemble. Et j'ai dit, on y va, on garde. On garde parce qu'il m'avait passé sa passion. Et moi, j'ai eu confiance en lui pendant ce petit déjeuner. En 2 heures, il m'a transmis la passion folle qu'il avait de ce qu'il faisait, du cinéma, du financement du cinéma plutôt. Et j'ai eu confiance quand il m'a dit, tu vas voir, on peut financer le cinéma sans perdre d'argent. C'est possible. Nous, on l'a fait, on le fait et on le fera. Et donc, on a continué l'activité et on a financé des films formidables comme The Artist, Intouchable, Hors Normes, enfin voilà, des magnifiques films français. Grâce à ça. Et puis quand il est parti à la retraite, parce que l'âge avancé, il a écrit un livre, vous faudrait chercher, vous verrez, un très, très joli livre sur l'histoire du cinéma et du financement du cinéma. Et il m'a demandé d'écrire la préface.
Et voilà, j'étais assez fier qu'il me le demande parce que c'était bien. Donc voilà, il n'y avait pas de confiance sur le papier, mais grâce à la relation humaine qu'on a créée, la confiance s'est faite. C'était pas le dossier. Le dossier, c'était il faut arrêter. Il n'y avait pas de doute. Mais c'est ce dialogue, ces discussions, la façon dont Didier m'a passé j'ai eu confiance dans l'homme et derrière l'homme dans le projet. Et vous voyez, on revient sur la notion d'impresario, parce que pour le coup, c'est sans doute une décision plutôt d'entrepreneur, finalement, qu'une décision rationnelle comme ça. D'ailleurs, je dois citer qu'au moment où Laurent était chez Natixis, donc le groupe BPCE à l'époque, c'est ce même groupe qui était le seul à avoir répondu à... Vous connaissez peut-être Serge Trigano, qui était l'ancien dirigeant du Club Med, qui a perdu le Club Med, mais qui a monté cette chaîne d'hôtels fabuleuse, Mama Shelter. Et vous savez, il n'y a jamais une étude de marché qui dit oui à une idée neuve. Et donc, il avait essuyé plus d'une quarantaine de refus. L'ensemble de la place refusait de le financer. Et c'est en fait le même groupe qui l'a financé, un peu pour la même histoire que Laurent vient de raconter. Donc, n'hésitez jamais. Il y avait hier à mes côtés Bertrand Dumazy, le patron d'Edenred, qui me disait que quand quelqu'un lui demande un rendez-vous, alors que, pareil, grand patron, CAC 40, il dit toujours oui par principe. Alors après, il va voir si c'est urgent ou pas. Mais son intention, c'est de dire il faut que je me force à dire oui, parce que c'est là que ces opportunités vont se créer. Donc vous voyez, il y a une continuité aussi autour de cette notion de confiance par la relation. La confiance et la relation, les amis, mes chers étudiants. Alors on a avec nous, ils vont se présenter bien sûr, mais on a Ange, Salma et Yann. Carla s'est pas levée? Non, c'est la vie, c'est pas grave, mais peut-être vous avez ces questions, vous pourrez faire qu'elles soient là quand même. Donc, le principe de la cité, c'est qu'ils ont préparé des questions et ils vont adresser ces questions. Alors, parfois, elles s'adressent à tout le monde. Et parfois, elles sont spécifiques. Donc, juste, vous vous levez, vous dites votre prénom. Donc, par exemple, Ange, si c'est toi qui commences, tu te lèves et tu nous diras ton prénom. Et à partir de là, tu nous dis si la question est générale ou si elle est adressée à quelqu'un. Je vois que c'est Salma qui va démarrer. Alors, c'est parti. Salma, lève-toi. Regarde d'abord la salle et nous après. Bonjour à tous et à toutes. Salma Berat, étudiante à l'École normale supérieure à Paris-Saclay, en sciences pour l'ingénieur. Alors, je suis très heureuse de faire partie de ce débat, qui a la chance d'être accompagné d'un panel au parcours particulièrement inspirant. J'en profite juste, Salma, juste parce que tu es la première. Oui. Deux choses. Le micro sur le menton et surtout, tu vois, ce petit truc-là, c'est une antenne. Okay. Si touche. Tu te oui. rends compte? Merci. Il se passe un truc, voilà. Alors, ma première question, elle s'adresse à l'ensemble des intervenants. En entreprise, est-il possible de créer un environnement de travail basé sur la confiance si les objectifs de performance prennent le dessus? Autrement dit, comment construire une relation de confiance dans des environnements professionnels de plus en plus compétitifs? Merci. Alors, comme c'est une question à tout le monde, vous avez le choix de tous y répondre, ou certains d'entre vous, qui veut démarrer? Laurent, je te sens parti. Non, mais ils me désignent d'office, ils ont confiance en moi. Merci. je vais essayer de... le fait d'être dans un environnement compétitif, c'est-à-dire que l'entreprise doit être compétitive et performante, c'est d'abord pour bien servir ses clients, apporter un service de qualité à ses clients, et après, éventuellement, si elle le fait bien, servir ses actionnaires, c'est-à-dire avoir une bonne rentabilité. C'est pas du tout parce que c'est compétitif, parce qu'il faut être compétitif, parce qu'il faut être performant, que c'est un monde de brutes et de requins qui doivent s'auto-détruire les uns avec les uns et les autres. Alors, dans une entreprise, par définition, les gens sont un peu en compétition entre eux puisqu'ils veulent progresser et donc ils se disent qu'il y a moins de place en haut qu'en bas. Donc, quelque part, l'évolution fait qu'on veut montrer qu'on est meilleur. Mais moi, je pense qu'une entreprise ne fonctionne pas sur un management qui est fondé sur la terreur, l'individualisme, etc. La base d'un bon management, à mon avis, pour qu'une entreprise marche bien, et plus elle est grande, plus c'est important, c'est la délégation. C'est faire confiance, donner des missions claires aux gens et leur donner une délégation pour exécuter cette mission de façon intelligente. Si vous ne donnez pas de délégation, si vous ne déléguez pas, ça ne peut pas marcher, parce que sinon tout remonte toujours. Et donc, la délégation, c'est fondamentalement avoir confiance dans la capacité des gens à faire. Et c'est
très important. S'il n'y a pas de confiance dans une entreprise, si la relation entre les dirigeants et les équipes à qui ils délèguent ne se fait pas en confiance, ça ne fonctionne pas. Mais c'est aussi vrai entre collègues. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est la somme d'acteurs d'ensemble qui vont délivrer un service, ou plusieurs services, mais disons, un service à des clients. Ça ne fonctionnera pas si vous n'avez pas confiance dans ce que va faire votre collègue à côté. Ça ne fonctionnera pas si... voilà. Donc, je pense que fondamentalement, une entreprise, c'est une communauté humaine. Et cette communauté humaine, elle repose sur beaucoup de paramètres qui sont des éléments, le contrat de travail, etc., qui sont des éléments importants de la détermination de ces communautés humaines, mais aussi beaucoup sur la confiance. Et dans les grandes entreprises, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la culture de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que le but est de faire adhérer chacun à une culture qui peut être commune. Et créer cette culture commune, c'est essayer de créer le creuset de la confiance. C'est parce qu'on sait qu'on adhère tous à un certain nombre de valeurs, à une certaine façon de faire, que la confiance entre les individus peut se créer. Et ça, pour moi, c'est très important pour qu'une entreprise soit réellement performante, hein, pas performante une année. Merci. Peut-être compléter. J'ai un petit peu répondu finalement. J'ai anticipé tout à l'heure en parlant de compréhension de ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, la notion de concurrence, de compétitivité en droit du travail, par exemple, elle est inscrite dans le Code du travail. On peut réorganiser une entreprise, on peut mettre en place des plans sociaux dans l'objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Donc, ce n'est pas la notion de compétitivité, de concurrence, ce n'est pas une notion honteuse. Pour autant, pour porter ce genre de projet, il faut quand même que les salariés qui vont la subir, parce que c'est eux qui, au final, vont peut-être quitter l'entreprise ou en tous les cas devoir quitter des fonctions, se reclasser, il faut que ces salariés et les organisations syndicales qui portent le discours auprès d'eux comprennent exactement pourquoi on fait ça. Donc, il n'est pas question nécessairement de transparence. On utilise beaucoup le mot de transparence. On vous dira, oui, il faut être transparent. La transparence, c'est une chose évidemment essentielle, mais il faut faire aussi attention à la notion de confidentialité. C'est-à-dire que quand on est trop transparent, il faut avoir une confiance absolue justement en nos interlocuteurs. Et comme on sait que parfois la confidentialité de données ne peut être maintenue et que la diffusion de certaines informations confidentielles peut porter préjudice à l'entreprise, on va essayer d'expliquer sans parfois aller jusqu'au bout, parce qu'on n'a pas la garantie justement de l'autre côté de pouvoir faire confiance. Donc ça, c'est un point auquel les entreprises sont confrontées. Donc il faut comprendre, il faut respecter les gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que les dirigeants soient exemplaires. Lorsqu'on porte un projet de réorganisation qui va entraîner des licenciements, il faut une exemplarité des dirigeants. Il faut de la coordination au sein de l'entreprise. Il faut que les gens travaillent ensemble, parce que pour porter ces projets qui sont des projets compliqués, qui sont des projets qui, encore une fois, peuvent avoir des conséquences sur la vie des gens, il faut que justement la confiance existe entre la direction financière, la direction des ressources humaines, la direction de la stratégie. Donc, c'est aussi la clé, finalement, de la réussite. La compétitivité, il ne faut pas se cacher derrière son doigt, c'est une réalité dans l'entreprise. Et je disais tout à l'heure, il faut une stabilité dans l'entreprise sur les projets, mais parfois il arrive qu'il y ait des événements politiques, des événements économiques, des événements géopolitiques qui font qu'une stratégie qui a été annoncée va devoir changer d'une année sur l'autre. Donc cette stabilité qu'on recherche, on ne l'aura pas. Et là encore, la clé de tout ça, c'est la formation, c'est l'explication, c'est finalement une forme d'honnêteté vis-à-vis de ceux qui composent l'entreprise. Mais non, Marie-Hélène, attends, garde le micro 2 secondes. Et Sophie, j'arrive tout de suite, mais juste pour à la fois te challenger et Salma aussi. Parce que la question, finalement, elle est quand même bien carré gervais, compétitivité, machin, etc. Est-ce que tu ne crois pas, j'ai bien conscience que tu ne fais pas la loi. Hein, c'est-à-dire que toi, tu l'utilises, tu l'interprètes, bon, très bien. Mais il y a quand même une asymétrie absolue dans un contrat de travail entre l'obligation faite de loyauté aux salariés et la véritable obligation de loyauté de l'entreprise vis-à-vis du salarié, non ? Alors,
l'entreprise, elle a une obligation de loyauté vis-à-vis du salarié qui peut être sanctionnée par le juge. On a l'exécution du contrat de travail, elle se fait loyalement des deux côtés. On a aujourd'hui, moi je passe ma vie. Pour toi, c'est équilibré ça, aujourd'hui? Je pense qu'on peut pas parler de déséquilibre. Je pense qu'il existe aujourd'hui des lois, des jurisprudences qui protègent le salarié contre l'absence de loyauté de l'employeur. C'est pas dans le cadre de la loi, c'est pas déséquilibré. Après, la vie dans l'entreprise peut faire qu'il y ait des situations qui soient déséquilibrées, mais encore une fois, il y a une sanction ultime qui est la sanction du juge. Le juge est là pour faire appliquer la loi, le juge est là pour prendre en considération des situations particulières. Et d'ailleurs, on évoquera peut-être tout à l'heure... La confiance dans les juges. La confiance dans les juges, la transformation de la justice à travers l'intelligence artificielle et tout ce que la justice prédictive, l'IA prédictive va apporter aux décisions qui vont être rendues par la justice. Mais on peut quand même se dire qu'on doit avoir confiance dans la justice de ce pays. L'impartialité des juges est inscrite dans la Constitution, leur indépendance est inscrite dans la Constitution. Alors, c'est pas un discours fumeux que je te fais. Je pense qu'il y a une réalité. Moi, tous les jours, je vais plaider. J'ai une activité plutôt de conseil que de plaidoirie, mais quand je vais défendre mes dossiers pour l'entreprise, alors contre, j'aime pas le dire ici, mais à l'encontre de salariés qui contestent l'absence de loyauté de l'employeur, c'est pas toujours évident, quoi. Ce sont des vraies batailles d'arguments, d'application de la loi, d'application de la jurisprudence. C'est pas l'employeur ne fait pas que ce qu'il veut en droit du travail, en tout cas. Je confirme. Si je peux rebondir sur ce que dit Marie-Hélène, avec laquelle je suis d'accord. Quand on en arrive devant le juge, on est d'accord que c'est une histoire d'amour qui a très mal tourné, quand même. Enfin, c'est déjà un peu tard. Qu'il faut, et je pense que la question de Salma aussi, telle que je l'interprète, c'est sympa la confiance, mais en gros, il y a forcément parfois une compétition en interne qui est instituée par des dirigeants, par des entreprises, et comment on fait pour avoir confiance les uns avec les autres alors qu'on est mis en compète et que c'est le meilleur qui gagne. Et de fait, il y a des entreprises qui gèrent ce problème, enfin j'aime pas gérer, qui traitent ce problème de façon différente. Moi, je pense, et pour le coup, je suis d'accord avec Marie-Hélène, même si je pense que le côté de la loyauté, Dieu merci, il y a des choses avant le juge, quoi, où c'est toujours un échec quand tu arrives avec un salarié ou qu'un salarié t'assigne, tu assignes un salarié, c'est quand même toujours un aveu d'échec quand tu diriges une boîte. On a l'impression que tu parles d'un divorce dans un couple. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est avant, tu as le thérapeute conjugal, avant, faut qu'on parle de notre relation, c'est un truc. Voilà. Bref, pour sortir de cette métaphore un peu oiseuse, je pense qu'évidemment, il faut que tu expliques. Ça marche quand tu expliques, en gros, quelles sont nos valeurs, Laurent a raison, mais aussi c'est quoi notre objectif, quel est notre environnement, et qu'en gros, c'est compliqué. La compète, il faut qu'elle soit très forte par rapport à l'extérieur. Et qu'il faut prouver, parce que les discours, c'est sympa, mais je pense que quand tu diriges une équipe ou une entreprise, il faut que tu puisses prouver qu'on a tous intérêt à travailler ensemble pour gagner la compétition vis-à-vis de l'extérieur. Il y a des dirigeants, et moi j'ai été dans une entreprise avec des dirigeants qui pensent qu'une petite dose, que moi j'ai toujours trouvé légèrement perverse, de compétition en interne, et puis alors après avec un petit système curial de chouchou, de pas chouchou, etc., c'est bien, ça met un peu les gens sous pression. Moi, je sais pas faire comme ça. C'est-à-dire que moi, je veux faire la guerre à l'extérieur. Je sais pas comment tu fais la guerre et t'avances, si tu dois toujours te retourner derrière, etc. Je sais pas faire. Il y a des gens chez qui ça marche. Il y a des boîtes, même avec des systèmes de primes et de rémunération, qui instituent ça. Moi, ça, je sais pas faire. En revanche, à l'inverse, c'est vrai que si t'as pas du tout d'émulation entre les gens disent non mais ça va, machin il a publié un best-seller, moi du coup je suis tranquille, ça va aller cette année, c'est bon, on va faire des bons résultats, ça va pas non plus. Il faut, mais la manière de surmonter ça pour moi, c'est pas de dire quand même t'as pas envie de lui claquer un meilleur résultat, vas-y, montre-lui que t'es meilleur. T'as aussi le fait de dire, mais attends, le fait qu'il ait réussi, tu permets de développer autre chose, regarde, machin, du coup, il peut t'aider, on a plus de ressources, et d'essayer de montrer comment,
ensemble parce que personne ne réussit tout le temps. Donc si jamais tu valorises les moments où à un moment quelqu'un a besoin de quelqu'un d'autre pour réussir, enfin, moi je crois vachement à l'exemple. C'est-à-dire, tu vois, là par exemple, en fait, si machin t'avait pas aidé, tu n'aurais pas eu de bonne performance. Et donc en fait, d'essayer d'instaurer une culture de collaboration et de collectif au service d'un objectif commun, mais qui se démontre par l'exemple, et de survaloriser de manière très didactique les moments où, justement, concrètement, si on n'avait pas été ensemble, si chacun n'avait pas pris sa part, on n'aurait pas collectivement réussi à atteindre cet objectif. Parce que maintenant je vais signer le roi lion, c'est trop. Non mais c'est La Fontaine plutôt, ici c'est plus juste, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, on a toujours besoin du gars d'à côté et on ne sait jamais quand ça va arriver. Donc en revanche, les gens qui ont réussi tout seuls en étant déloyaux par rapport à leurs collègues, tu les félicites pour performance, mais tu les chopes, enfin moi je les chope en disant alors ça plus jamais en fait, parce que le jour où tu auras moins de chance ou tu auras moins de succès, machin, tu vas prendre tellement cher. Et là, on va perdre collectivement. Enfin, c'est pas, moi, j'ai pas envie que tout le monde parte en vacances ensemble, soit une chouette bande de copains. C'est pas mon sujet, la vie privée des gens. C'est juste que collectivement, on soit alignés et qu'on sorte. Et la compète, elle est tellement violente à l'extérieur que si tu la gères, tu perds de l'énergie, du temps à la gérer à l'intérieur. Je trouve qu'on perd en performance. J'ajoute juste une chose, il y a dans la loi des garde-fous qui sont quand même le respect des libertés fondamentales. Et aujourd'hui, la jurisprudence en matière sociale est une jurisprudence qui vraiment promeut les libertés fondamentales. Et il y a un grand principe qui est le principe de non-discrimination. Ce principe de non-discrimination, il est très sérieusement appliqué par les juridictions en France aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même aussi un garde-fou. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a une vraie vigilance sur l'application et le respect des libertés fondamentales. Non, mais Marie-Hélène a raison sur la protection et qui permet d'établir, je dis, une entreprise, c'est un cadre. Donc c'est une communauté avec un cadre. Le cadre, il est légal, il y a un certain nombre d'éléments de fonctionnement de la société, mais une entreprise, c'est d'abord un projet collectif. Et dans le collectif, un collectif, il ne fonctionne que s'il a réussi à créer de la confiance entre les individus. Et sinon, ça ne marche pas. Et c'est pas vrai que... bien sûr qu'il y a de la compétition interne, mais justement, le rôle d'un dirigeant, c'est de s'assurer qu'elle est saine et pas malsaine. Hein. Et ça, c'est un des premiers jobs d'un dirigeant. Merci Salma. Voilà, quand ça commence, ça commence. Hein, Alors... Au hasard, pour faciliter mon rôle de modérateur, est-ce que quelqu'un aurait une question, par exemple, pour Marianne, directement? Ils sont tous en train de voir s'ils ont une question pour Marianne. Mais non, mais elle peut être directe, la question. Vous n'êtes pas obligé de regarder les notes. Moi, j'aimerais ajouter... Vas-y, alors. De compétition interne. Bon, dans une vie passée, j'ai travaillé dans un environnement très compétitif, avec des impératifs financiers. Et j'ai longtemps travaillé seule en tant que galeriste, et lorsque j'ai pu développer une équipe, la première chose que je voulais absolument faire, c'était de rompre avec ce que j'avais vécu en entreprise, justement sur cette notion de compétition interne. Et j'ai remplacé la compétition par le sens, les valeurs communes, l'esprit d'équipe, au service de l'art et au service des artistes. Parce que l'environnement, bien qu'il soit même compétitif en dehors, on ne peut pas mettre nos artistes en compétition. On ne peut pas non plus... Eux, ils se voient comme ça, parfois, entre eux? Je pense qu'ils ne l'expriment pas. Oui. Je pense qu'ils se comparent. Ils ne l'expriment pas parce que je sais faire la part des choses et que je suis juste avec tous mes artistes. C'est-à-dire que je déploie la même énergie, le même amour, parce que c'est toujours des relations qui portent sur l'affectif. Et donc, j'ai également cette équipe qui doit aussi aller dans mon sens sur ma manière de travailler avec un artiste. Donc, il y a toujours un petit chouchou, c'est sûr. Mais c'est pas, je ne me mets pas dans une démonstration où je vais leur dire, regardez, celui-là a fait mieux que toi. Je les pousse par rapport à l'extérieur. Et donc mon atout principal est mon équipe. C'est-à-dire que j'ai fait confiance en mon équipe et je fais parfois plus confiance en mon équipe qu'au tiers.
que même à mes artistes. Mais est-ce que toi, tu as aussi une posture artistique intéressante qui consiste à promouvoir un type d'art aussi. Tu as poussé l'art africain, tu as poussé une série de représentations qui étaient même assez peu connues d'ailleurs dans le grand public. Est-ce que entre types d'art et non pas entre artistes, il peut y avoir cette forme de compétition? C'est-à-dire qu'est-ce que par exemple, à un moment, certains de tes artistes diraient mais attends, maintenant ça devient une ligne éditoriale et on ne devrait pas, par ailleurs, dans ta galerie, être exposé aux côtés d'autres types d'art qui nous conviennent moins. Ça arrive? Eh bien, je me suis lancée en tant que galeriste pour représenter des artistes d'une certaine démographie. Et en fait, comme je parlais de ma vie passée, j'ai travaillé dans le domaine du marketing. Et lorsque j'avais comme projet de créer la galerie aux États-Unis, pour commencer, j'ai un petit peu fait le tour des galeries. J'ai demandé un petit peu j'ai cherché une forme de validation et on me répondait qu'il n'y avait pas le marché. On me disait ça ne sert à rien, les artistes africains, il n'y a pas la place, il n'y a pas le marché. Quand vous dites ça à un marketeur, c'est génial, ça veut dire que vous allez créer le marché. Et donc j'avais une avenue devant moi, une autoroute, où je pouvais créer un programme et créer un marché finalement. Et donc je fais partie d'un marché que j'ai plus ou moins initié, donc qui a commencé aux États-Unis et que je défends depuis 10 ans, mais ce n'est pas que, puisque je suis allée par une opportunité de marché et passion, et également parce que en tant qu'Africaine, j'avais besoin également de me connecter à la scène artistique afrodescendante, parce que les narrations étaient différentes et pouvaient s'ajouter justement à cette histoire de l'art commune. Donc, mon projet a toujours gardé cette ligne d'inclusion et de diversité, mais si vous regardez aujourd'hui notre projet et notre programme, vous verrez finalement qu'il y a une diversité au niveau des pratiques artistiques et qu'au contraire, une artiste argentine qui vit à Berlin rejoint un programme parce que nous sommes dynamiques, parce que nous faisons le travail et parce que nous avons une ligne éditoriale qui porte sur la diversité. L'un des sujets majeurs de notre sujet d'aujourd'hui, de la notion de confiance dans ce sens-là, c'est qu'elle peut être parfois assez ambiguë. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, quand vous êtes excluant en communauté, très souvent vous créez à l'intérieur de la communauté des mécanismes de confiance revendiqués entre membres de la communauté, mais à l'exclusion des autres. Alors qu'on peut aussi avoir une lecture, ce que tu viens de donner, de la confiance dans la capacité d'ouverture et d'inclusion. Mais parfois, et ça je sais, Laurent l'a vécu, Sophie l'expliquait d'une certaine manière tout à l'heure, cette logique finalement d'ouverture peut créer du rejet et peut créer aussi parfois des attitudes de défiance multiples à l'intérieur de communautés qui se pensaient protégées ou pouvoir vivre en telles. Et ça, c'est l'un des sujets un peu antinomiques dans notre débat d'aujourd'hui, en fait. Ange, je te sens parti pour une excellente question. Comment t'appelles-tu, Ange? Donc, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Ange, comme ça a déjà été mentionné. Donc, je suis étudiant en 4e année à l'école de droit de Sciences Po Paris. Et donc, j'aimerais vous adresser d'abord une double question. La première sera adressée à Marianne Ibrahim, et ensuite la seconde sera plus générale parce que je pense que vous avez énormément à nous apporter. Donc, tout d'abord, pour revenir sur les propos que vous mentionnez, vous disiez que vous placez une confiance extrême dans votre équipe. Et j'aimerais savoir quels critères vous adoptez pour choisir les membres qui composent cette équipe et donc créer ce cercle de confiance. Et concernant la question plus générale qui est adressée à tous les invités, parce que je trouve que c'est un aspect qui a très peu été mentionné, à savoir l'échec. Et vous entreprenez tous ici, vous défendez des entreprises, donc je pense que vous êtes constamment en relation avec les limites et avec l'échec. Et dans ce cadre-là, comment garder confiance en soi et aussi comment créer la confiance en soi lorsqu'on fait face à l'échec. Merci Ange pour cette question. Si j'avais une formule.
Je travaille avec, comme Laurent l'a mentionné, j'ai 3 galeries dans 3 pays différents, 3 cultures différentes, 3 langues différentes. Et donc, ce que je cherchais avant tout chez mes collaborateurs, c'est cette fluidité et cette flexibilité culturelle. Donc, je parle beaucoup de diversité et d'inclusion dans ma programmation, pas que auprès de mes artistes, mais auprès de mon équipe également. Cette équipe, elle doit me ressembler dans cette diversité. Donc, je vais bien sûr chercher des talents qui ont une certaine expérience, mais pas que, parce que je me place également comme formatrice, parce que souvent, on n'a pas certaines personnes n'osent pas vraiment pousser la porte d'une galerie, n'osent pas présenter leur CV, parce qu'ils se disent qu'ils ne rentrent pas forcément dans les catégories. Donc, ce que j'ai beaucoup appris des États-Unis, c'est à la fois une forme de discrimination positive, mais aussi la méritocratie. Donc, j'essaie d'allier les deux. Et donc, la confiance que je porte chez mes coéquipiers, c'est une confiance relationnelle et technique, mais aussi une confiance culturelle, car je donne beaucoup d'opportunités. Si vous avez la chance de revenir dans nos espaces, vous verrez que ce sont une équipe assez éclectique. Et donc, quand vous donnez la confiance à une personne d'accéder à ce milieu très opaque et élitiste, il vous en remercie. Et donc, on a la chance d'avoir une équipe incroyablement soudée qui ne nous a pas encore quittés. Et pour celles qui nous ont quittés, c'est pour des horizons assez lointains et des personnes qui sont aujourd'hui à des postes très importants ou qui ont intégré des institutions. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer une plateforme où je peux former et également créer de la valeur auprès de l'employabilité pour la vie. Oui, et puis le dépassement de soi, c'est pouvoir permettre aux individus de venir épouser nos valeurs et surtout se dépasser. Il faut que vous sachiez qu'il y a un concept qui a été développé d'ailleurs par l'armée de terre française, parce que le propre de l'armée de terre, contrairement à l'armée de l'air et la marine, c'est le combat au corps à corps. Et alors il y avait sûr du corps à corps quand même dans la marine par exemple, mais disons que l'idée c'est comment vous gardez quelqu'un au combat. C'est compliqué comme question ça, parce que la nature c'est de fuir. Et la réponse que donne l'armée de terre française en tous les cas, c'est de dire on ne meurt pas pour une cause, on ne meurt pas pour un chef, on meurt avec un ami. Et donc l'idée c'est comment se développe l'amitié professionnelle. Et dans ce que vient de dire Marianne, il y a une idée très importante, c'est que l'amitié professionnelle c'est pas la socialisation. Et mon ami professionnel, celui qui m'aide à progresser professionnellement, en fait. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, et ça crée du lien et de la confiance, bien au-delà même, finalement, d'une organisation ou d'un poste, hein, bien sûr. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, on va passer à la question sur l'échec. Donc, hein, Ange, on ne l'a pas oublié. Allons-y. Laurent. Merci. C'est une question assez essentielle parce que, à mon avis, la question elle se pose plutôt sur la peur de l'échec que le sujet de l'échec lui-même. Beaucoup de gens hésitent à faire des choses parce qu'ils ont peur d'échouer. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de confiance en soi ou de confiance dans le projet qu'ils peuvent avoir. Et ils se disent, oui, mais si j'échoue, qu'est-ce qui se passe ? Et cette peur de l'échec, elle peut être paralysante. Et c'est terrible parce que c'est comme ça qu'une entreprise, un individu ne progresse pas. Moi, j'ai toujours pensé que si on voulait progresser, il fallait en permanence sortir de sa zone de confort et se remettre en question, aller faire quelque chose de nouveau. Et donc, prendre un risque et un risque d'échec. Et ce sujet donc, de l'échec est au cœur du développement des entreprises et des sociétés. Les sociétés qui ne veulent plus prendre de risques parce qu'elles ont peur de l'échec
ne progressent plus. Et c'est assez culturel. Je pense qu'une des forces aujourd'hui de la culture américaine, elle a beaucoup de défauts, mais c'est qu'elle ne juge pas l'échec. Ou plus exactement, l'échec peut même être considéré comme quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez échoué, parce que vous aviez pris des initiatives et que vous avez tout fait pour essayer de réussir. Mais le fait d'échouer n'est pas une mauvaise chose en soi. Moi, j'ai étudié j'ai passé quelques mois dans une université américaine, et qui est au cœur de la Silicon Valley, et donc vraiment au cœur de l'innovation américaine. Et l'un des credos, c'est n'ayez pas peur de l'échec. Et c'est comme ça qu'ils innovent. Mais c'est un credo, n'ayez pas peur, mais ça veut dire que tout l'écosystème, vous ne serez jamais maltraité parce que vous avez échoué. Ce n'est pas toujours le cas dans notre société. Ce n'est pas toujours le cas en France. Quelqu'un en France, alors je trouve que les choses ont évolué, c'est mieux, mais pendant très longtemps, quelqu'un qui avait échoué, qui avait fait faillite, c'était un failli. Voilà, il était rejeté. C'était quelqu'un qui il avait l'échec qui était marqué sur lui, gravé sur lui. Et donc ça avait une conséquence majeure. Et à partir du moment où ça a une conséquence majeure, le risque devient trop important et on ne le prend plus. Donc moi je pense que, et c'est vrai aussi dans les entreprises, si vous n'encouragez pas les gens à tenter des choses et à tester des choses, quitte à échouer, mais à partir du moment où vous avez tout fait pour essayer de vous mettre dans les conditions de réussir, vous n'aurez pas une entreprise qui sera dynamique. Donc moi je pense que cette notion et cette question d'échec est un sujet majeur, et il retourne après effectivement sur la confiance en soi, etc. Mais c'est un sujet en fait assez culturel et qui a des conséquences majeures. Il y a une phrase célèbre qui est il faut, alors ça va trop loin peut-être, mais il faut punir les succès médiocres et récompenser les échecs brillants. Sophie. Oui, l'échec, c'est de l'habitude, en fait. Enfin, et puis ça dépend comment on le voit. Nous, on échoue tout le temps. Donc, du coup, au bout d'un moment, ça pique plus. Parce qu'on est une entreprise de prototypes, enfin, une industrie de prototypes. C'est quoi, d'ailleurs, échouer dans ton métier ? C'est ça. C'est-à-dire que si l'échec, c'est est-ce que ce livre s'est bien vendu, alors c'est vraiment tous les jours, on échoue, mais d'une force inouïe, puisque sur 10 livres qui se publient, il y en a 8 qui perdent de l'argent et 2 qui sont censés financer les autres. Donc, si à chaque fois qu'il y en a un qui ne se vend pas, on se dit qu'on est nul, on arrête tout de suite. Donc, ça dépend comment on définit l'échec. Donc, on passe notre temps à faire des prototypes dans une économie de l'offre, donc à mettre sur le marché des produits que personne n'attend, que personne ne demande vraiment, dont les gens n'ont pas vraiment besoin, en tout cas n'ont pas conscience qu'ils en ont très besoin. Qu'on a imaginé 1 an ou 6 mois ou 18 mois ou des années avant, et qui sont des prototypes absolus. Donc généralement, là, la logique veut que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, il n'y a rien de... je ne sais plus si c'était Jérôme Lindon, à chaque fois qu'il y a un truc intelligent sur l'édition, je dis que c'est Jérôme Lindon qui l'a dit, qui était fondateur des éditions de Minuit, c'est peut-être pas toujours vrai, mais c'est qu'un best-seller, c'est toujours un malentendu. C'est toujours le livre... dont on ne savait pas que les gens l'attendaient sans le savoir. Et donc, quand un livre se vend énormément, il y a toujours un moment, un truc qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que les gens... Voilà, toujours une sorte d'alchimie un peu bizarre. Donc, bref, donc c'est une sorte d'habitude. Donc, on passe notre temps à faire ce qui est... Donc, c'est pas grave qu'un livre se vende pas. C'est grave si on l'a fait pour qu'il se vende beaucoup et qu'on y a mis beaucoup de moyens. Et ça, c'est le best-seller qui ne se vend pas. C'est-à-dire le livre qui est programmé pour faire un best-seller, que personne n'aime vraiment, tout le monde se dit que c'est pas terrible, on a mis vachement de moyens parce qu'on s'est dit ça va marcher, et ça marche pas. Alors ça c'est vraiment, là ça c'est un échec que moi je vis super mal. Donc passer autant de temps et d'énergie de faire un livre qu'on aime qu'un livre qu'on n'aime pas, et les probabilités qu'il marche sont très limitées. Donc autant qu'on publie des livres qu'on aime, quitte à ce qu'ils se vendent pas, mais au moins on les aime et on en est fier et on est content de les avoir lus. Donc on passe notre temps, nous, à faire des théories explicatives a posteriori de pourquoi ça marchait ou pourquoi ça n'a pas marché. Ce qui est super drôle parce que non, mais là, un livre avec une couverture jaune, mais jamais ça marchera, etc. Et puis l'auteur s'obstine, l'éditeur s'obstine, dit vas-y, on met la couverture jaune, le livre marche.
Et après, partout, tu vois des couvertures jaunes pour ce type de livre. Et le jour où tu fais une couverture qui est orange et que tu te dis, mais si c'est pas une couverture jaune, comment tu veux que ça marche? Donc ça, c'est notre vie. Donc là, j'ai un exemple très précis. Le livre de François Reynard, Nos ancêtres les Gaulois. C'est une couverture jaune avec une petite raille noire d'histoire un peu populaire, de vulgarisation historique plutôt. Et vraiment, c'était les codes du polar, le noir, le jaune, mais des heures carrées de jamais, machin. 100 000 exemplaires plus tard, pendant 5 ans, il n'y a eu que des livres de vulgarisation historique avec de la typo noire et un fond jaune. Et le jour où on a le truc pour les nuls, d'ailleurs, c'est le rando. Non, mais vraiment, partout, tout le temps. Ça donnait un genre en soi. À chaque fois, et quand on l'a changé, non, voilà, ça ne peut pas marcher, évidemment. Vraiment. Bref, donc, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait, en fait, évidemment. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait et qu'on soit d'accord sur le fait que... on apprend un truc. Là, par exemple, on essaye de lancer chez Flammarion une nouvelle activité qui est un peu le spectacle vivant, c'est-à-dire d'imaginer des spectacles où on met nos auteurs sur scène. Donc, moi, j'ai détendu tout le monde en disant on va faire nos premières crêpes pendant 1 an. Quand tu fais des crêpes, la première crêpe, elle attache, elle a des grumeaux, elle n'est pas super, généralement, tu la balances. C'est pas grave, c'est comme ça que tu as des bonnes crêpes. Donc là, on fait des premières crêpes. Et à chaque fois, on se dit alors là, il y avait quoi? Pourquoi ça n'a pas marché, etc. Et tu réajustes. Mais jamais on dit qu'on s'est vraiment pris un mur et qu'on a le nez qui saigne, parce que c'est pas vrai. C'est le processus normal pour arriver à un succès éblouissant qui passe par des crêpes avec des petits grumeaux. Il y a des crêpes au plafond. Si tu m'autorises, Ange, parce que je voudrais garder de l'espace pour la salle et on est à peu près à une demi-heure, sauf si vous avez un truc absolu là-dessus, vous pourrez y revenir peut-être après. Je voudrais que, Yann, tu poses ta question et puis ensuite on va ouvrir à la salle pour les questions du public. Alors bonjour à toutes et à tous. Yann Bonnet, étudiant en droit des affaires, d'où le sens de ma question, adressée à la fois Monsieur Laurent Mignon et Madame Sophie Declosé. Je voulais savoir quelle est l'importance pour un dirigeant de garder, de conserver la confiance avec les actionnaires et comment y parvenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ou pas. Quelle est l'importance? L'importance, elle est majeure, parce que si vous n'avez plus la confiance de vos actionnaires, ils vous virent. Donc, bon, c'est assez radical comme solution. Mais il y a une chose très importante qu'un dirigeant doit savoir, et de temps en temps, il l'oublie, c'est que l'entreprise ne lui appartient pas. L'entreprise, elle appartient à ses dirigeants, à ses actionnaires. Pardon. C'est un affreux lapsus. Non, elle appartient à ses actionnaires. Et donc, un dirigeant ne peut pas diriger contre ses actionnaires. Il doit diriger pour ses actionnaires et en confiance avec eux. Alors après... Steve Jobs nous dirait que peut-être plus tard on revient. Non, mais il y a des moments qui sont plus ou moins difficiles. Et puis un actionnaire, il n'y a pas un actionnaire, c'est plusieurs. Il y a plein de formes d'entreprises qui peuvent être différentes. Moi, je travaille aujourd'hui dans une entreprise qui est une entreprise qui a été fondée par une famille, donc avec une famille qui en assure la continuité et qui en a toujours le contrôle aujourd'hui. Donc c'est important de s'inscrire dans la confiance qu'on peut avoir et dans la logique du développement qui a été fait au cours des 300 années, hein, plus de 300 années. Donc c'est absolument essentiel, cette confiance, et elle se travaille, elle ne se décrète pas. Elle se travaille, ça veut dire qu'elle se fait par du dialogue. Le plus important, c'est de parler avec ses actionnaires de façon fréquente, de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir pas simplement faire ce qu'eux veulent, mais leur expliquer pourquoi on veut faire des choses et pourquoi elles sont finalement bonnes pour eux, et échanger et dialoguer. Donc c'est pas simplement être en soumission, hein, parce qu'on pourrait dire, non, c'est être dans un dialogue qui explique, qui fait comprendre, qui partage. Moi, je pense que plus le dialogue est fréquent, plus c'est facile, parce qu'on ne diverge pas, on raisonne de façon cohérente et commune. Et à partir du moment où on fait ça, on arrive à emmener ses actionnaires et à créer cette confiance qui est indispensable, même
dans les situations difficiles. Le pire dans les situations difficiles, c'est quand on essaye justement de ne pas la partager et de ne pas échanger avec ses actionnaires sur le fait que la situation est difficile, il faut trouver des solutions. Voilà. Et il y a parfois effectivement des dirigeants qui pensent que l'entreprise leur appartient et que c'est eux qui doivent décider contre leurs actionnaires. Et ça ne marche pas, ça se traduit toujours par un échec à terme. Il y a une célèbre formule qui disait, il y a 2 règles. Règle numéro 1, l'actionnaire a toujours raison. Règle numéro 2, si manifestement il a objectivement tort, quoi qu'il arrive, se reporter à la règle numéro 1. Ça, c'est la règle absolue. Sophie, tu nous as déjà exprimé que parfois, dans l'autre sens, tu peux aussi choisir de quitter un actionnaire, finalement. Mais toi, tu répondrais oui, quoi ? Marie-Hélène dirait, j'imagine, de la même manière que l'actionnaire peut te virer s'il n'est pas content, toi, tu peux partir si l'actionnaire ne te plaît plus. Et après, pour le reste, c'est comme avec les gens à côté, au-dessus. Si tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais, et que tu fais plus ou moins avec cœur, énergie et plus ou moins bien, si ça se passe mal, il faut partir. Je pense. Et la loi t'encadre et t'appelle Marie-Hélène et elle négocie super bien. Et tout se passe très très bien. Magnifique. On va prendre des questions de la salle. On a une petite demi-heure pour ce faire et donc ça nous laisse un vrai temps de discussion. Alors pour ça, il y a des micros. Donc il y a une main qui se lève déjà au tout premier rang. Balthazar, c'est toi qui as les micros ? Allez, je vous présente Balthazar. Formidable avec les équipes de la Cité. Il mérite un peu d'applaudissements aussi parce qu'ils font un travail formidable. Merci beaucoup. Alors, présentez-vous et puis... Bonjour, Nicole Degbeau, je suis entrepreneur, j'essaye de changer le monde. Et donc je travaille notamment sur ces sujets, notamment beaucoup la confiance. Et je me demande si au fond, de manière existentielle et de manière éducative aussi, ce ne serait pas plus simple, justement, et plus de choses ne seraient pas possibles si le collectif essayait d'apprendre collectivement de marcher sur 2 pieds. Le premier pied, la confiance profondément en soi, et la passion. Je trouve que vous n'en avez pas vraiment parlé. Et pour autant, quand je regarde Sophie de Closé, peu avant que vous quittiez Fayard, il me semble, Les Fossoyeurs, c'est vous ? C'est une histoire de passion. Voilà. Et vous, votre histoire de cinéma, c'est une histoire de passion aussi. Voilà. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup parce que quand les gens sont emportés par quelque chose qui les dépasse, ils ont confiance et ils donnent confiance. Et en même temps, pour pouvoir aller vers ce point-là, c'est-à-dire le dépassement, il faut avoir confiance en soi. Et en France, on apprend aux gens à avoir de l'humilité et pas confiance en soi parce qu'on leur dit « oh, c'est arrogant ». Et la passion, t'es un peu hystérique sur le plan émotionnel. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à recalibrer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui veut répondre ? Oui, Marianne. Moi, je pense que oui, c'est important, la passion et la curiosité. Je parle, enfin, vous aviez évoqué la question de la confiance à l'américaine. C'est vrai que moi, entre ces trois pays et ces 3 cultures, il y a différentes notions de confiance, il y a différentes notions de confiance en soi. Pour ma part, c'est vrai que je viens d'un environnement pluriculturel. J'ai reçu une estime de moi-même, de par ma famille. La France m'a un petit peu remise en question, donc c'est la critique, c'est très important. Et puis aux États-Unis, c'était vraiment la confiance totale en soi. Et je pense que quand on est je réunis finalement toutes ces notions, et en fait, ça vous donne une curiosité, une passion pour aller chez l'autre et essayer de comprendre ce qui anime la personne qui est en face de vous, quels sont les points d'intérêt. Et c'est toujours une négociation. C'est même quand j'ai une démarche vis-à-vis d'un artiste, c'est quels sont nos points communs, comment nous pouvons avancer ensemble. Et dans notre métier, sans passion, sans intérêt, il ne peut rien se passer. Donc oui, c'est très important cette partie-là. Mais ce qui est aussi important, c'est de pouvoir développer une sorte de confiance en soi. Et j'arrive à observer finalement ces différences culturelles entre mes équipes américaines et mes équipes françaises, parce que les équipes françaises analysent tout, regardent s'il faut y aller ou il ne faut pas y aller. Et donc en face, j'ai une équipe américaine très impatiente qui regarde et se disent « bon, c'est bon, on peut y aller ». Et donc les Américains, c'est plutôt « go, on y va ». Et on se remet en question après. Et je trouve qu'il faut réussir à trouver cet équilibre entre
cette culture française qui joue un peu une sorte de critique, parfois une fausse modestie, et puis l'américain qui a besoin de se calmer un petit peu. Donc si on combine finalement, c'est ce que j'essaie de faire, c'est un grand écart entre mes équipes, c'est intéressant. Alors le mexicain, c'est une autre affaire, mais il y a une combinaison entre l'amour pour soi et également l'intérêt et la confiance en l'autre. Alors, la confiance désamorce la peur? Oui, bien évidemment. Mais il faut quand même avoir une petite notion de risque. Il faut avoir un peu peur aussi quand même. Non, mais la peur, c'est bien aussi. Ça permet d'identifier les dangers, etc. Si tu as quelqu'un qui part, alors, c'est pas mal d'avoir un petit peu peur pour savoir... parce qu'on a raison d'avoir peur. Enfin, c'est un instinct de survie. Donc, Ah, la peur pour y aller. Ouais. Alors... Oui, parce qu'ils ont peur des gens qui ont peur. Des gens qui ont peur d'y aller. Oui, mais ça, c'est ce dont on a parlé, de l'environnement. Voilà. Mais sur la passion, moi, le vrai critère, c'est Flamboyant, par exemple, publie 600 bouquins par an. C'est pas moi qui les lis tous, qui les décide tous. Il y a évidemment, et Laurent a parlé de la délégation, une équipe géniale d'éditeurs, etc. Le critère, c'est le gut check. C'est-à-dire, si gut, les intestins, c'est-à-dire que si un éditeur me propose un projet, etc., machin, et puis que moi j'en lis quelques pages, je suis pas super convaincu, et je lui dis non, tu sais, je suis pas très sûr, et qu'il me répond ouais, t'as raison, franchement, ça me fait péter les plombs. C'est-à-dire si ça lui fait pas mal au ventre, si je lui dis non, pourquoi il est venu m'en parler? Je lui dis ouais, non, en fait, c'est vrai, on va pas en vendre, puis c'est vrai, le mec pas terrible, puis ouais, non. Mais pourquoi ça fait une demi-heure qu'on en parle? Enfin, soit tu penses que tu vas mourir si tu le publies pas, enfin, j'exagère un peu, mais on est très hyperbolique. C'est inversement proportionnel à notre chiffre d'affaires, à notre marge. On est tout dans l'hyperbole. Ça, tu penses que tu vas mourir, machin, si on ne le publie pas, que c'est une grave horreur, que la littérature ne s'en mettra jamais, que c'est horrible, etc. Machin. Soit n'en parlons même pas, en fait, puisqu'on pense que... voilà. Non, mais c'est drôle parce que moi, d'abord, je suis absolument convaincu qu'on est performant que si on s'amuse et qu'on a... dans des environnements qui ne sont pas forcément marrants, hein, la banque c'est pas très drôle, l'assurance probablement encore moins, mais même et l'investissement, enfin voilà, la finance c'est pas le truc le plus fun qui existe, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'amuser et qu'on ne peut pas avoir du plaisir à travailler ensemble et à porter un projet. Alors il faut, ce qui est très important, notamment quand l'entreprise est très grande, c'est essayer d'avoir un projet qu'on arrive à décrire, parce que les gens doivent s'identifier au projet. Donc ça, c'est un des rôles importants du dirigeant. Mais tu parlais des guts. Moi, j'ai toujours été très sensible à ça, c'est-à-dire non pas au gut, mais au fait qu'il y ait quelqu'un qui se sente responsable et qui... et donc il y a une forme de passion dans la volonté d'atteindre un objectif et qui fait que si ça ne marche pas, il a mal au ventre. Et moi, dans des réunions, souvent, quand on fait un projet, je dis, bon, et qui est-ce qui a mal au ventre ou qui ne dort pas si le truc ne se fait pas? Moi, je ne vais pas dormir, c'est sûr, mais dans la salle, qui est celui qui ne dort pas si ça ne se fait pas? Parce que c'est pas, si on veut bien faire les choses, c'est pas juste... on arrive au bureau à 8h, on repart à 18h et puis on a fait sa journée de travail. Non, si on ne met pas un peu de soi, si on ne met pas de passion dans ce qu'on fait, voilà, les choses ne se font pas bien. Et pour moi, c'est très, très important. Oui, je suis complètement d'accord. En fait, la confiance en soi, elle vient à travers la façon dont on appréhende, la façon dont on crée la confiance dans les équipes avec lesquelles on travaille. Quand on les voit adhérer à un projet ou à le fait de se dire tiens, on va se dépasser sur tel dossier, on va y passer du temps, etc., on se dit finalement j'ai pu transmettre cette confiance et ça renvoie sa propre confiance. Et moi je trouve que la passion c'est vraiment important, mais pas que la passion pour ce qu'on fait, la passion aussi pour ce qui nous entoure. Parce que le fait d'avoir confiance en soi, ça peut aussi se nourrir d'expériences qui sont des expériences périphériques à notre activité professionnelle. Moi, à titre personnel, je sais que j'ai pris confiance en moi, je sais absolument définir, je ne vais pas vous raconter ma vie, à quel moment dans ma vie j'ai acquis confiance en moi au plan professionnel. Et il y a
un événement ou des événements qui ont contribué à ça, c'est lorsque dans le domaine associatif, dans l'engagement, je me suis aperçue que ce que j'avais pu intégrer dans ma pratique professionnelle pouvait servir aux autres, et ce que ça me renvoyait comme finalement quelque chose d'absolument positif. Et là, je me suis dit, cette confiance que je donne à côté de mon métier, elle me nourrit aussi, et elle nourrit ma propre confiance dans mon métier, dans mon exercice. Donc la passion, c'est quelque chose évidemment super important. Il faut avoir des radars, être ouvert au monde. Moi, j'aime l'art contemporain, j'aime lire, et je le dis à mes clients. Et je crois que la relation de confiance que j'arrive à créer avec eux, c'est parce que entre deux dossiers, près de la machine à café, on parle d'autre chose, on montre qu'on a de la passion, et quelqu'un qui vous sent passionné, il sait que vous allez être passionné pour ce que vous faites pour lui. Et c'est facteur de création de confiance. En attendant que le micro aille à une deuxième question, on va l'identifier. Laurent et moi, on a une connaissance commune, François Pérol, qui avait coutume de dire une bonne idée qui ne se fait pas vite est une mauvaise idée. Et en fait, je lisais dans ce que disait tout à l'heure Laurent, je suppose que tu parlais de Palo Alto et de Stanford, il y a une idée très célèbre qui est de dire si vous êtes content du produit que vous lancez, c'est que vous avez lancé trop tard. Et ça, c'est très typique. Alors, on a donc une question suivante. Merci. Présentez-vous. Bonjour, Gilles Boyer. Alors, moi, je suis associé à un cabinet de conseil. J'ai une question justement sur la confiance, d'où elle peut vraiment venir. Est-ce que ce n'est pas systématiquement d'un tiers? Je m'explique. Lorsque je dis, voilà, je suis quelqu'un de bien, est-ce qu'on va me croire? En revanche, si une personne à côté va dire, c'est une belle personne, la croyance est un peu plus facile. Ça se voit dans le monde, dans l'entreprise et puis au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est d'ailleurs un concept en entreprise, le tiers de confiance. Qui est... Alors, qui veut répondre à cette question? Est-ce que la confiance, en fait, doit venir d'un tiers, de quelqu'un d'autre? Nous, oui. Bien évidemment, parce que nous avons les artistes et les artistes s'expriment. Donc les artistes ont aussi une capacité néfaste, parfois, sur des galeries à s'exprimer et à éventuellement, ça nous est pas sur leur propre travail, sur leur rapport avec le monde de l'art et les galeries. Donc ça nous est pas encore arrivé, mais c'est vrai que la réputation, par exemple, d'une galerie, elle se fait principalement sur sa relation avec les collectionneurs, sa relation également avec les artistes. Donc ce sont des relations assez subjective, puisque il n'y a absolument aucun critère concret qui puisse donner une note d'appréciation. On n'est pas vraiment dans un environnement. Enfin, ce n'est pas un produit. On ne juge pas une galerie sur sa technique, sur voilà. Mais nous, ce dont on dépend beaucoup, c'est vraiment de la perception que les artistes, les collectionneurs, le marché, les institutions en permanence. Et vous verrez qu'une critique d'art... une sorte de bouche à oreille professionnelle, finalement. Oui, il y a également ça. Et beaucoup de nos collectionneurs et nos artistes viennent par recommandation. J'ai rencontré énormément d'artistes par recommandation des autres artistes. Et donc, on a besoin de garder vraiment cette chaîne de confiance externe. On doit être à l'écoute également. Mais une critique négative peut avoir des conséquences désastreuses dans notre milieu. C'est intéressant parce que dans le milieu de l'art et dans le milieu que connaît parfaitement Laurent, il y a un concept américain qui est vicarious liability, ce qui veut dire en fait une responsabilité transitive même, c'est-à-dire que ça peut même se transmettre dans ce sens-là. Sophie, j'ai envie de te poser la question sur un point, c'est Robert Charlebois, donc les critiques seraient des ratés bien sympathiques? Ou qu'est-ce que tu en penses toi de cette question-là? De la question de quoi? De l'importance des critiques? Et de la réputation, et du moins de la recommandation, ou à l'inverse, la critique d'un tiers? Ça joue sur ton... Ça joue sur... Pour vendre des livres. La promotion des livres, pour la promotion des livres. Oui, bien sûr, mais et c'est de plus en plus compliqué, parce que c'est les réseaux sociaux, c'est les libraires, c'est quand vous allez dans une librairie, c'est d'où cette histoire d'économie de l'offre. Vous sortez souvent avec un livre dont vous ignoriez l'existence avant d'entrer dans la librairie. Et 70% des achats en librairie sont des achats d'impulsion. Donc c'est sûr que la recommandation du libraire
Et donc, avant la recommandation de nos commerciaux qui va dire, je te jure, il est super, regarde-le, mets-le sur la table, je te jure, mets ton petit post-it avec le petit cœur, etc. C'est super important, mais les influenceurs sur TikTok, c'est hyper important, mais les gens, là, il y avait dans les études, parce qu'on a très peu de données, nous, mais 75% des moins de 25 ans qui lisent un livre en parlent à quelqu'un. Donc après, comme 60% l'achètent d'occasion, c'est pas comme s'il y avait de l'argent qui allait vers l'auteur ou vers l'éditeur, mais c'est un autre sujet. Donc oui, évidemment, et les critiques, bien sûr, mais on n'est plus dans les années 80 où si votre auteur était invité chez Bernard Pivot, tout le monde pouvait aller en vacances et on réimprimait. Si on fait un dernier complément professionnel à votre question, monsieur, il y a un sujet qui est peu connu, mais qui, dans le monde de l'entreprise, mérite vraiment d'être étudié. Ça s'appelle, en anglais, c'est OBSE, Organizational Based Self-Esteem. C'est la confiance en soi, mais professionnelle, qui est différente de la confiance en soi globale. Vous pouvez, par exemple, avoir beaucoup de confiance en vous professionnellement et pas dans la vie, ou l'inverse. Et l'OBSE, ça repose sur 3 choses. C'est j'ai besoin de sentir que je suis aimé pour ce que je suis aimé pour ce que je fais, et j'ai besoin d'avoir le sentiment d'une contribution personnelle. Mais ça, c'est plus personnel. Dans ce cas-là, c'est pas le regard de l'autre, forcément. Oui, juste Laurent, pour reprendre 2 secondes dessus, qui est savoir si la confiance, elle se décrète pas, hein, elle se gagne. Et dans le monde de l'entreprise, la confiance que peuvent avoir des tiers vis-à-vis de cette entreprise, elle peut venir de la réputation, elle peut venir de plein de choses, mais elle peut venir effectivement de l'intervention de tiers de confiance qui sont là pour te rassurer. Ça peut être des commissaires aux comptes pour te dire est-ce que les résultats sont bons, n'est-ce pas, hein. Mais par exemple, nous, et là je vais faire 2 secondes de publicité, Wendel, on est actionnaire d'une très belle société qui s'appelle Bureau Veritas. Et Bureau Veritas, qu'est-ce que c'est que son rôle ? Son rôle, c'est de dire, moi j'ai été vérifier la façon dont les choses sont faites par cette entreprise, par ce projet, et parce que je l'ai vérifié, vous pouvez avoir confiance dans ce qu'elle fait. Et ça devient de plus en plus important, parce que le fait d'avoir confiance dans tout, dans des produits qu'on consomme, dans des processus qui ont été mis en place, devient de plus en plus critique dans un monde où, par ailleurs, il est judiciarisé et que le rôle de la responsabilité est de plus en plus fort. Donc, cette logique de confiance et de capacité à avoir confiance parce qu'un tiers indépendant ou un tiers de confiance est venu est clé, effectivement, dans la relation de confiance. Et c'est vrai aussi dans les relations personnelles, bien entendu. Et dans la transitivité de confiance, donc, qui signe les comptes de Bureau Veritas ? Forvis Mazars. Formidable. La question suivante ? Oui. Alors, allez-y, monsieur, vous avez le micro, et puis ensuite on viendra vers vous, monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit et que je partage en partie. Vendredi, j'étais en Afrique. Là, on parle entre nous occidentaux, principalement. Est-ce qu'on parle d'une confiance universelle ou est-ce qu'on parle d'une confiance qui nous va bien ? Alors, Vladimir Poutine était prévu sur ce... Mais... Qui veut répondre ? Confiance universelle ou confiance, en fait, géographique ou limitée, c'est ça que vous voulez dire, hein ? Universelle. Alors, est-ce qu'il y a une confiance universelle ? Est-ce que le concept de confiance est universel ? Dans un monde qui a cherché à se globaliser, qui se polarise de plus en plus. Quelqu'un veut répondre ? Succès d'estime ? Non, question difficile. Ouais, Sophie, vas-y. Je comprends pas. En fait, je comprends pas. Je crois qu'on répond pas parce qu'on n'a pas bien compris. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait des confiances qui seraient. Il faudrait d'abord avoir. J'essaye de comprendre votre question. Il faudrait, selon vous, qu'il y ait déjà qu'on se reconnaisse entre nous pour se faire confiance, ou qu'on peut faire confiance universellement. Enfin non, t'as compris ? Alors, est-ce que nous ne créons pas une confiance entre nous les mêmes, ou est-ce qu'on est capable d'une confiance envers l'autre en étant différents les uns des autres ? D'accord, une confiance. D'accord. Toi, tu prouves bien que oui. Enfin, oui. Non, mais c'est toujours, par définition, la confiance, elle est. Pour être confiant en quelqu'un, un projet, il faut le connaître et le comprendre. Et donc, c'est vrai qu'elle est plus facile à donner à quelqu'un qu'on connaît, qu'on comprend et qui est proche,
que quelqu'un qui est plus lointain. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'effort, travailler de manière à ce que cette confiance puisse s'étendre. Mais ça demande plus de travail, probablement. Voilà. Mais les résultats sont meilleurs à moyen terme ou à long terme, si on s'entoure de gens pour lesquels il faut faire cet effort et qui sont plus divers. Il y a une chose peut-être, je change ma casquette 2 minutes pour répondre et comme ça on peut évoluer sur la question. Vous voyez, Forbis Mazars est une entreprise présente dans 103 pays. Elle est basée sur le fait qu'il n'y a pas de goodwill, c'est-à-dire nous ne patrimonialisons pas, on n'achète pas. Donc on dit à des gens, si vous voulez nous rejoindre, vous nous rejoignez pour un projet, mais vous n'aurez pas d'argent pour ça. Vous échangez vos actions locales contre des actions globales. Quand vous êtes dans 103 pays, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un vrai problème, parce que nous, on est intégrés, on est un seul et même mondial, on mutualise tout. Ben, vous voyez, la réponse potentielle qu'on donne à votre question, nous, c'est de dire on est obligé de faire le pari de la confiance plutôt que d'une confiance qui se gagne lentement. Et c'est souvent d'ailleurs, accessoirement aujourd'hui, il n'y a guère dans le monde plus que 2 domaines qui ont un intérêt crucial à la globalisation parce qu'ils se sont construits comme ça. Le premier, c'est le business, et le deuxième, c'est accessoirement l'éducation au business. Toutes les business schools, là, vous voyez les étudiants dont on parle, elles se sont toutes construites depuis 30 ans sur l'idée que le monde sera global et qu'on a confiance. Et aujourd'hui, avoir des mondes qui se polarisent, ça devient un problème parce que ça remet en cause même l'essence et la philosophie du sujet. On prend une question suivante ? Oui. Alors, le micro vous arrive, juste à l'instant. Ah pardon, il y a madame qui est... Et vous avez le micro peut-être, madame, déjà, c'est ça? Alors, on fait dans ce sens-là, ok? Merci, j'essaierai d'être bref. Dans ce que j'entends là, je comprends qu'il y a une dimension culturelle à la confiance. Je m'appuie sur ça, sur la référence que vous avez eue plusieurs fois à des modèles anglo-saxons. Et ma question serait, s'il y a une dimension culturelle à la confiance, que nous faudrait-il en France pour que la confiance puisse s'établir différemment? J'entends aussi qu'il y avait un sujet de confiance en nous qui peut créer de la confiance en l'autre, qui est peut-être une condition clé. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer, aménager pour qu'on puisse évoluer? Très très beau débat de la Cité de la Réussite samedi après-midi. Donc hier, mais il y aura le replay. Hein. Je vous invite à le regarder, vous verrez. En particulier, vous écouterez Jean-Michel Blanquer a passé un temps important là-dessus. Quelqu'un veut répondre sur ce point? Peut-être passer par l'éducation au début et détruire les biais, certains biais, certaines croyances. Voilà, l'éducation, c'est quand même fondamental, je pense. C'est une amorce, en tout cas. C'est surtout le rapport aux autres. Donc, il y a des cultures et des pays qui ne portent pas la même notion de confiance. Et la confiance, elle commence assez tôt. Elle commence, comme le dit Marie-Hélène, à l'éducation, son rapport à l'autre, à l'enfance. Elle est aussi en rapport avec l'estime de soi. J'insiste beaucoup sur cet aspect, l'amour pour soi. Parce qu'il faut pouvoir aller vers l'autre et je pense que voilà, il y a dans notre métier de galeriste et avec les artistes, évidemment, qu'on traite certains... on a une confiance différente en fonction de nos artistes. Par exemple, un artiste japonais n'a pas du tout la même notion de confiance qu'un artiste français ou un artiste ghanéen. Donc, on s'appuie également sur ces diverses connaissances et sur ces cultures qu'il faut aussi pouvoir maîtriser avant de se lancer dans une relation. Toujours cette question de couple également, donc de voir à quel point, quelles sont les limites et jusqu'où on peut aller dans une relation. Nous avons appris assez vite ce qui se faisait dans certaines cultures, dans certains pays, dans certaines religions également. Donc oui, il y a une forme de flexibilité et je trouve que ce qui manque un petit peu à la France, c'est cette flexibilité, cette adaptation, mais et de pouvoir aller vers l'autre et de pouvoir comprendre, d'avoir cette empathie pour l'autre. Et donc, une fois qu'on a réuni toutes ces informations, on peut facilement accepter et
et pouvoir également apprécier la différence. Donc notre programme ici en France, on le voit, on sent vraiment qu'on fait un travail pédagogique, puisqu'on invite nos visiteurs à explorer un monde artistique, mais parfois ils ont des attentes. Donc récemment, actuellement, nous présentons une artiste très abstraite, qui est vraiment dans l'abstraction, l'expressionnisme abstrait. Et cette personne qui avait l'habitude de nous voir et qui avait visité quelques expositions où elle avait fait l'expérience d'exposition de figuration, nous a un petit peu, nous a interrogé et nous a demandé si nous avions changé de ligne, en me disant c'est pas très africain l'abstraction. Donc il y a toujours cette notion de pouvoir accepter et comprendre la diversité et d'également ne pas cloisonner certaines cultures à des expressions artistiques ou à une manière ou à des cultures, mais il faut tout simplement s'ouvrir vers l'autre et dire plus souvent oui, je pense. C'était une conclusion remarquable à ce débat, mais je ne vous ferai pas le désespoir et la frustration de ne pas poser votre question. On va prendre donc la dernière question. Très rapidement, Michel-Alain Picos. Moi, j'ai quelque chose qui m'a paru bizarre tout à l'heure. Vous avez parlé de passion, mais la passion, ça peut conduire également à l'aveuglement. Je me demande si on n'a pas plutôt envie de dire l'authenticité, finalement. C'est-à-dire que les gens doivent être authentiques et pas forcément passionnés. Parce que passionnés, vous avez des drames passionnels, par exemple. Et même dans l'entreprise, ça peut conduire à des drames. Voilà, je voulais avoir votre avis sur le sujet. Concluons sur l'authenticité. Mais il y a pas les deux notions ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Moi, je me méfie plus de l'authenticité que de la passion, si je devais choisir. Je pense que la passion, c'est le moteur. L'authenticité, ce serait le label. Mais je pense que c'est tellement difficile de donner du sens, de mettre de l'énergie, de mettre du temps, de s'engager. C'est tellement difficile que s'il n'y a pas de passion... en tout cas, moi, je suis dans une industrie où on ne paye pas bien les gens. Donc, si je n'ai pas de sens et de passion à offrir et d'idée qu'on va changer le monde, ce qu'on essaye de faire, ou de changer la vie des gens, ne serait-ce qu'en les faisant rire ou en leur faisant vivre d'autres vies que la leur, en lisant un livre, ou en leur apprenant des choses, ou en ayant un impact... si c'est pas ça le moteur, évidemment c'est un moteur et des valeurs qui sont authentiques, c'est-à-dire qu'elles sont sincères. En tout cas, il n'y a pas de confiance sans sincérité, donc sans une authenticité de ce qu'on dit, et il n'y a pas d'engagement sans passion. Donc on est d'accord. Ouais, moi je pense que le vrai bon terme pour ça, c'est justement, tu viens de le citer, c'est l'engagement. Hein, c'est ça vraiment ce qu'on demande, et les gens s'engagent dans quelque chose auquel ils croient, qui les font rêver, etc. Alors derrière l'engagement, il peut être réfléchi, il n'est pas forcément aveuglé, mais c'est vrai que la passion peut être un des moteurs de l'engagement. Mais ce qui est très important, c'est ça, c'est obtenir l'engagement des gens. Et quand les gens s'engagent, c'est vrai, vous faites plus confiance à quelqu'un qui s'engage qu'à quelqu'un qui ne s'engage pas, qui a du recul. Et je pense que vouloir transmettre une passion sans l'imposer, c'est toujours quelque chose de positif. On n'est pas dans les extrêmes. Il suffit d'avoir aussi le respect de l'autre. Mais transmettre une passion, c'est quelque chose de très valorisant. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, qui peut faire naître une relation de confiance en réalité. Parce que quand on vous sent passionné par ce que vous faites, je reviens à mon métier, mais lorsque j'ai des échanges avec des clients potentiels, ceux qui vont me confier leur dossier parce qu'ils veulent faire le pari de la confiance, le fait de vous sentir passionné, le fait de savoir que vous avez des radars sur des tas de choses, que vous connaissez leur activité, que vous vous êtes renseigné sur eux, mais que tout ça est mu par une passion, c'est vraiment créateur de confiance, je pense, dans les relations qu'on peut avoir professionnellement. Alors, qui mieux que Donizetti pourrait conclure ce débat ? Là, je rebondis sur cette notion d'engagement. Donizetti, d'ailleurs, actuellement à l'Opéra Bastille, à ma connaissance, La fille du régiment. Dans La fille du régiment, à un moment, Tonio, à voir, c'est magnifique. fantastique. Conseil.
Tonio, qui tombe amoureux de Marie, décide de s'engager dans le régiment parce que Marie est cantinière, enfin lavandière, est la fille du régiment, pour le dire comme ça. Et donc, à un moment, l'histoire fait qu'elle doit aller suivre, elle redécouvre sa vraie famille dans le Tyrol et elle est emmenée pour aller vivre dans un château. Et alors, Tonio dit, du coup, puisque tu pars, je te suis. Et là, le régiment, dans un seul cœur, lui dit, mais n'es-tu pas engagé ? C'est toute la limite de l'engagement et aussi de la passion et de l'authenticité. Je voudrais que par la chaleur de vos applaudissements, vous remerciez les étudiants d'abord, fantastique. Merci à Ange, merci à Salma, merci à Yann. Et vous adressez nos remerciements à Carla. Et bien évidemment, ce formidable panel. Merci Laurent, merci Sophie, merci Marianne, merci Marie-Hélène. Formidable. Excellente cité à cet après-midi.